Madame, Monsieur, bonsoir. Kaléidoscope de la pratique démocratique en Afrique sous le microscope de nos experts ce soir dans Question d'actu. Et l'actu, c'est Rabat qui accueille le 5e cycle de formation des observateurs électoraux africains. Et quelle meilleure manière de célébrer et de marquer surtout un demi-siècle du partenariat approfondi et stratégique entre le Royaume du Maroc et l'Union africaine. Et d'ailleurs, c'est avec l'appui de celle-ci, de l'UA, que le Maroc mise sur un levier précis, celui de la crédibilité du processus électoral sur notre continent. À ce jour, plus de 400 observateurs africains ont été formés, un réseau donc continental avec une doctrine claire, celle des solutions africaines pour des élections africaines. Mais est-ce suffisant ? Car il y a les urnes, il y a la rue, il y a les casernes. 3 lieux de pouvoir, une seule question, qui décide vraiment en Afrique aujourd'hui ? Le constat est peut-être brut, des élections qui se tiennent, des présidents qui sont élus, mais la confiance continue de s'effriter. Le continent n'est ni en recul total, ni en progression linéaire. Il est, on peut le dire d'ailleurs, fragmenté à plusieurs égards. Entre démocratie sous pression, régime militaire installé, société civile en tension, dans plusieurs pays, les urnes ne suffisent plus à convaincre. La rue conteste et les armées s'imposent. Et au cœur de cette crise, est-ce que l'élection est encore synonyme de légitimité ? C'est là que Rabat avance une autre lecture, celle de former, celle de structurer, celle d'encadrer. Le vrai test à donc changer, ce n'est pas seulement gagner une élection, c'est gouverner efficacement après. C'est ce que nous analysons ce soir avec nos invités et surtout cette approche, cette spécificité de l'approche marocaine en compagnie donc de mes deux experts, les juristes internationales et les présidents de l'Africa Women's Forum, une femme de terrain, Naïma Khorchi. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous sur le plateau de Questions d'actu. Merci de m'accueillir. Et je voudrais aussi dire que vous avez été la première observatrice marocaine d'élections. C'était au Mali en 2018. Oui, pour les élections présidentielles au Mali. Donc c'était juste quelques mois après le retour du Maroc. Donc c'était une expérience et qui reste parce que j'ai fait d'autres missions d'observation extraordinaires. Dont vous allez partager certainement avec nous le retour sur expérience. Encore une fois, bienvenue à vous sur ce plateau, Madame Khorchi. Avec nous aussi, il est expert en relations internationales, c'est Zakaria Abou Dahab. Bonsoir. Bonsoir Lalla Khadija, merci beaucoup. Merci à vous d'être avec nous. Naïma. Je le disais donc, Rabat célèbre le demi-centenaire, on va dire, du partenariat avec l'Union africaine, avec ce cycle de formation qui a sa 5e édition du 20 au 24 avril. Il a été lancé, pour rappel, en 2022 avec seulement 15 participants. Et eh bien, ce chiffre a nettement évolué, Madame Khorchi. Peut-être un mot avant de parler vraiment sur la thématique de cette année et de ce qui a été discuté lors de cette 5e édition, mais l'évolution. De 15 participants, on a déjà 400 observateurs électoraux formés. Oui, tout à fait. C'est-à-dire en peu de temps, on est passé de une dizaine, moins de 20, à plusieurs centaines, ce qui montre en fait la qualité de la formation. Parce que si l'Union africaine envoie de plus en plus de personnes pour être formées, c'est que la formation qui est proposée par Rabat, elle est excellente et maintenant elle est reconnue au niveau même du continent africain comme indispensable. Et donc, ce qui est vraiment aussi ce qui caractérise cette évolution, c'est le profil même des participants. C'est-à-dire maintenant, par exemple, même aujourd'hui, ce matin, j'étais avec les participants, on a une majorité de jeunes, 65% de jeunes, et autant de femmes. Donc ça veut dire que c'est aussi une formation qui s'adapte à la réalité africaine. Le continent africain est un certain vieux continent dans l'histoire, mais la population, elle est jeune. Donc c'est extrêmement important de former, de sensibiliser à la démocratie cette génération qui demain sera au pouvoir. Et donc c'est vraiment très intéressant parce que moi je suis internationale, on voit d'autres formations dans d'autres pays. On voit que maintenant, grâce à Rabat, il y a aussi une formation qui est adapté à la réalité africaine. Et ça, c'est très important à souligner. Rappelé d'ailleurs par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, c'était hier. Il a rappelé que l'objectif finalement de la création de ces cycles de formation, qui est parti d'une conviction profonde et inébranlable, la démocratie africaine, ça rejoint ce que vous disiez, ne se consolidera que si elle est portée par des mains africaines formées, indépendantes et pleinement engagées. Et
Et d'ailleurs, ça s'inscrit dans cette vision portée au plus haut niveau de l'État marocain par Sa Majesté le roi Mohamed VI, qui avait d'ailleurs affirmé que l'Afrique peut et doit valider elle-même ses processus électoraux et cautionner ainsi le choix libre de ses citoyens. Fin de la citation royale. Professeur Abou Dahab, c'est intéressant parce que nous sommes en plein débat. C'est un débat d'actualité aujourd'hui et nous n'avons que trop entendu les critiques de l'Occident vis-à-vis de la pratique démocratique sur notre continent. Absolument, chère Laila Khadija, parce que l'Occident voit à partir d'un certain nombre de lunettes européocentristes, sinon occidentalocentristes. Ce sont des prismes qui ne fonctionnent pas toujours ailleurs. Et c'est la raison pour laquelle il faut faire œuvre de sociologie d'abord, de terrain, non seulement électorale, mais de sociologie politique et de sociologie de façon générale. Et ça me rappelle des auteurs africains d'ailleurs, comme Pampou Guillaume Chivunda par exemple. Il me vient à l'esprit Illico Presto. C'est un Gabonais qui avait écrit un ouvrage très intéressant, qui était une référence en la matière sur l'État africain. Alors, il parle des chefferies, il parle des structures tribales, il parle des rapports au vieux, au passé, au terrain. Et c'est la raison pour laquelle Sa Majesté, je pense, il est enfin analyste, mais également observateur, parce qu'il a sillonné la terre africaine. Et je pourrais même dire, sans grand risque de se tromper, que la première politique africaine du Maroc, c'était en 2000, quand Sa Majesté avait déclaré l'annulation de la dette africaine due par les pays les moins avancés au Maroc. Plus tard, c'était en 2013, respectivement 14 à Abidjan. Et c'était le fameux discours sur l'Afrique aux Africains. C'est le paradigme de l'appropriation, c'est faire confiance aux Africains eux-mêmes. Et vous avez si bien dit en rappelant ce passage d'un message de Sa Majesté ou d'un discours, je le répète, l'Afrique peut et doit valider elle-même ses processus électoraux. Et je suis tout à fait d'accord de dire qu'on ne reçoit pas de leçons d'ailleurs. Et ça me rappelle parfois des clashs. Oui. Si on peut un peu pimenter le débat en rappelant l'entretien qu'avait eu Tshisekedi, le président congolais, avec M. Macron, qui lui avait dit « Mais vous avez parlé d'élections à l'africaine. Si vous étiez aux États-Unis, est-ce que vous auriez dit la même chose ?» C'est la raison pour laquelle il faut combattre ces prismes, ces a priori, faire confiance justement à ces processus. Quand bien même il y a des limites ou des lacunes à combler, on va en parler. Mais la machine est en branle. On va en parler pour rester vraiment, pour couvrir vraiment le sujet sous tous ses angles. Et le premier angle ou le premier questionnement qui peut nous venir, ils sont formés à quoi, ces observateurs électoraux, à travers ces cycles de formation, Madame Korchi? Justement, pour moi-même j'ai été formée moi-même en 2024, mais j'avais déjà fait plusieurs observations au Mali, au Congo et dans d'autres pays. Et en fait, quand on parle d'observation, on a l'impression que c'est facile. On va et on observe, mais en fait, non. On regarde quoi? Comment ça se passe? Oui, non. Il y a des paramètres, c'est parce que c'est un exercice quand même... Parce qu'en fait, l'élection, c'est pour le paramètre, le premier indicateur de la bonne gouvernance d'un pays. Et c'est là qu'on observe s'il y a une vraie démocratie, s'il y a des élections, parce que parfois elles sont annulées, pas tenues. Donc le processus électoral, c'est vraiment le premier critère de comment ça se passe au niveau de la gouvernance. Donc c'est pour ça, à la fois, c'est important d'avoir des observateurs qui sont les rapporteurs, en fait, sur la scène internationale. Et c'est pour ça que c'est important pour l'Union africaine. L'Union africaine, je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, déploie des observateurs pour les élections majeures, c'est-à-dire les élections présidentielles et les élections législatives. Et donc, imaginez 54 États africains, c'est-à-dire il y a des déploiements pratiquement très régulièrement, c'est tenu chaque mois. Des fois, comme 2024, on a eu des élections records. Donc, c'est une logistique importante, mais on s'est aperçu aussi comme il y a de plus en plus de nécessité d'envoyer des observateurs sur le terrain, il était nécessaire de les former pour qu'on ait justement des rapports crédibles. Parce que qui dit observation, c'est tout un processus, c'est comme la médiation, parce que je suis aussi médiatrice, c'est-à-dire c'est une formation qu'il faut avoir pour savoir, parce que quand on va dans un bureau, par exemple, pour observer, il y a des choses, il y a par exemple le principe de la neutralité, de ne pas exprimer des opinions personnelles, ne pas critiquer le processus, mais aussi l'observation, c'est remplir un certain nombre de critères pour que de ces observations que l'Union africaine va récolter de dizaines ou des fois de centaines qui sont déployées selon la taille du pays, ils puissent produire un rapport pour dire que les élections se sont passées dans de bonnes conditions ou il y a eu des problèmes. Par exemple, quand j'étais au Congo, il y avait les élections, après c'était reporté, est-ce que c'est annulé? Et puis on est resté 3 semaines. Donc c'est ça aussi, c'est important d'avoir des observateurs parce que c'est sur la base, les rapports de chaque observateur que les rapporteurs vont ensuite produire un rapport qui va être présenté à l'Union africaine. Et sur ce rapport-là, ils vont émettre des indicateurs. Ce pays... Ce sont des indicateurs, je me permets de vous interrompre, Madame Korchi, ce sont des indicateurs qui sont homogènes et
c'est-à-dire c'est comme s'il y a une grille. C'est-à-dire, je vous explique concrètement comment ça se passe. Ça se passe, absolument. Quand je suis déployée, on est une équipe de 2 ou 3 personnes, on nous donne une zone géographique. Par exemple, moi, en Mali, j'étais sur la zone rurale et donc on doit observer une dizaine de bureaux de vote. Oui. Et donc vous allez, avant c'était écrit, maintenant c'est des tablettes et vous faites chaque bureau de vote et vous allez, par exemple, une demi-heure par bureau et vous observez. Est-ce qu'il y a, par exemple, les partis d'opposition, est-ce qu'il y a les assesseurs, est-ce qu'il y a les médias, est-ce qu'il y a un certain nombre de paramètres pour dire que oui, il y a d'autres enfin, tout ce que nous voyons, on le rapporte, on a une tablette avec un certain nombre de critères. Et donc, à la fin de la journée, toutes ces données-là sont ensuite analysées par des experts. Et ensuite, à la fin du processus, on va se réunir pour établir le rapport ensemble. Est-ce que c'est standardisé? Voilà ce que je voulais dire. Est-ce que c'est standardisé au fait comment la formation aussi de Rabat standardise aussi les pratiques en termes d'observation? C'est-à-dire, on voit ce qui s'est passé par le passé, les élections, les observations qui ont eu lieu, parce que les élections, il y en a eu depuis 2002, il y en a à peu près 150 déploiements. Donc, il y en a régulièrement. Donc, on tire les leçons. L'Union africaine évolue aussi, évolue avec, comme ce matin, la thématique de ce matin, c'était les fake news. Donc, elle s'adapte aussi. Par exemple, il y a tout un processus, moi qui suis dans la médiation également auprès de l'Union africaine, il y a par exemple aussi les violences liées au processus électoral. Donc, observation après observation, les organisations évoluent, ils tirent en fait eux-mêmes les leçons de ce qui a été fait par le passé, pourquoi un processus électoral qui a eu lieu n'a pas tenu, quels sont les signes qui vont marquer par exemple une instabilité après. Par exemple, moi, ma dernière mission, c'était à Madagascar, avec l'instabilité politique. J'ai été déployée là-bas en 2024. Après le départ du président déchu? Non, avant. Et donc, c'est aussi en observant, nous les analystes, les observateurs, on relève et en fait, ça remonte et de cette manière-là, on peut savoir ce pays-là, il y a un risque. Il va y avoir un risque de changement de régime, il va y avoir peut-être un coup d'État. Vous l'aviez prévu, vous l'aviez vu après les élections présidentielles? On sent parce que le Madagascar, par exemple, il y avait déjà une instabilité électorale depuis plusieurs années. Donc c'est pour ça d'ailleurs que l'Union africaine m'a déployée dans le cadre justement de la médiation. Il y a un bureau sur place parce que justement, quand on est déployé sur le terrain dans des pays, c'est des pays qui sont en crise. Donc ça permet aussi au siège de l'Union africaine les rapports prévenir, d'essayer de prévenir une crise majeure par les rapports de terrain. Donc c'est extrêmement important. Moi, je suis contente d'avoir fait toute ma carrière, 20 ans, sur le continent africain, parce que justement, le travail de terrain est essentiel. C'est complémentaire, c'est-à-dire les politiques émettent les rapports et les recommandations au niveau international, mais les personnes qui sont sur le terrain sont essentielles justement à observer et à noter les changements ou à sentir qu'il va y avoir une instabilité politique, que les populations, par exemple les élections ne se sont pas tenues et donc la population est en colère, ou tel parti politique n'a pas été autorisé à faire une campagne, ou le processus, certains bureaux de vote n'ont pas été ouverts dans certaines localités, ou par exemple il y a des méthodes de vote qui n'ont pas été bien comprises. Donc c'est aussi ça relève. Par exemple, même en Europe, il n'y a pas le vote électronique. Ça aussi c'est une avancée parce que moi j'ai créé une association qui s'appelle Africa Women's Forum pour montrer les bonnes pratiques du Sud vers le Nord, et dans certains pays africains, il y a aussi du vote électronique, avec des machines électroniques, ce qu'il n'y a pas aussi dans la plupart des pays occidentaux. Donc ça crée le débat aussi dans les pays occidentaux, notamment dans la première démocratie au monde, aux États-Unis, par rapport justement à ce vote électronique. Mais nous n'en sommes pas là pour le moment. Les Occidentaux n'ont vraiment pas de leçons à recevoir des Africains, parce que moi, je suis entre la France et ici. Quand on regarde combien d'élections, si des fois, sont annulées dans les pays occidentaux, c'est juste qu'on a toujours le regard un peu toujours critique, un peu postcolonial sur l'Afrique. Et ça, c'est pour ça que j'ai dit démocratie. Voilà. Oui. Est-ce que les Africains n'ont pas de leçons à recevoir des Occidentaux, mais est-ce qu'ils ont des leçons à recevoir, ou peut-être des best practices, ou peut-être, vous avez parlé de lacunes tout à l'heure, les Africains ont-ils des leçons à avoir ou à apprendre aussi? On apprend tous les jours, et c'est le rôle aussi de ces observateurs électoraux, des Africains, c'est-à-dire une auto-évaluation. Une auto-évaluation. De l'Afrique par l'Afrique, de l'exercice démocratique par les citoyens africains. Mea culpa, et comme disait Al-Fassi, l'autocritique. La présomption d'innocence. Oui, mais c'est bien, je pense que ça fait partie de l'exercice. Et si on considère qu'il s'agit d'une politique publique, parce que les élections constituent un procédé d'alternance, de changement, de régulation, de dynamique politique, comme le dit Georges Burdeau, mais c'est en même temps, on a besoin d'évaluer les politiques publiques. Moi, je pense, et votre question était pertinente, c'est désormais normé.
il y a des processus, des process, il y a des éléments, la transparence, l'indépendance, l'impartialité, la participation, le taux électoral de participation, etc. Et cet exercice, son intérêt, d'abord, moi je pense sur le plan même de ranking, si je puis m'exprimer ainsi, exactement, et l'évaluation. Par exemple, si je prends l'OCDE, l'Organisation de coopération et développement économique, a développé il y a longtemps le mécanisme de gouvernement ouvert. D'ailleurs, le Maroc y participe depuis longtemps. Ça veut dire qu'elle peut elle-même dépêcher, juste pour apprécier si le pays est dans la bonne voie. Pourquoi? Parce que demain, il va peut-être devenir membre de l'OCDE. Et donc, il y a une sorte de cahier de charge. Et à ce moment-là, si je continue dans ma réflexion, j'ai en pensée Bertrand Badier, qui est d'ailleurs d'origine iranienne, grand politologue français. Début des années 90, déjà, il a parlé du développement politique. Certainement, chaque pays emprunte le processus qui lui convient le mieux. Tout à l'heure, d'entrée de jeu, j'ai parlé des considérations sociologiques, je peux parler des considérations ethnologiques, anthropologiques, etc. Mais il est clair que la mondialisation voudrait que, quelque part, il y ait des standards communs, comme en commerce international, afin d'avoir le même langage, on va dire, politique. Comment apprécier, par exemple, le degré d'évolution en termes de transitologie vers la démocratie? C'est à travers des processus électoraux qui sont transparents, une certaine impartialité, tout en prenant en considération les dimensions du territoire ou territoriales, les dimensions territoriales. Le Mali, c'est le Mali, l'Afrique du Sud, c'est l'Afrique du Sud, la Namibie, c'est la Namibie, l'Angola, c'est l'Angola, l'Éthiopie, c'est l'Éthiopie. Donc les 5 régions. Et il faudrait peut-être, parce que Mme Naïma, tout à l'heure, c'est vrai, elle a parlé de pays difficilement sur le plan politique, où il déroule le processus d'observation. C'est bien ça. Alors que peut-être les autres qui n'ont pas de gros problèmes en termes de stabilité en sont plus ou moins épargnés, généralement sortent du lot. Par exemple, le Sénégal, à titre d'exemple. Non, j'ai pas dit. Non, les élections sont dans tous les pays qui ont des élections. Évidemment, la demande, il y a des déploiements. C'est pas une question de déficit, c'est de la taille. En fait, ça dépend du pays, mais il y a les observateurs sont déployés dans pratiquement tous les pays africains. Mais c'est-à-dire que le besoin le plus en termes d'observateurs, il me semble, en vue de s'assurer de la transparence, etc., c'est vers des pays où il y a beaucoup d'instances. Par exemple, l'armée est au pouvoir. Justement, j'allais vous poser la question. Pourquoi malgré ces actions comme celle-ci, la confiance continue de s'effriter? Ah ben oui. Et aussi cette question, très légitime quand on parle de l'Afrique, on ne va pas se voiler la face, il y a les urnes, il y a la rue et il y a les casernes. Alors, il y a 2 choses. Premièrement... La question de paix. Oui, absolument. Il y a la question de la dépolitisation, de la désidéologisation, ça me rappelle des débats anciens, mais renouvelés aujourd'hui. Très, très d'actualité. Il y a la question de la non-appartenance partisane et non pas politique, parce qu'on dit que les problèmes politiques sont les problèmes de tout le monde, les problèmes de tout le monde sont des problèmes politiques. Et par conséquent, alors ça renvoie Mme Khadija, les courroies de transmission, les canaux de communication politique, la question aujourd'hui du diktat du numérique, etc., la confiance dans les institutions. Il y a ce qu'on appelle l'afrobaromètre. Je me suis permis tout à l'heure de regarder un peu dans les rapports pour voir quels sont certains critères ou encore certaines tendances constatées dans la majorité ou certains pays africains, les 54 d'ailleurs, qui nous concernent. Il y a beaucoup de choses qui se disent par rapport à des études de sociologie de terrain. La confiance, le dysfonctionnement, le cafouillage d'un certain nombre de courroies de transmission des partis politiques, la gérontocratie, le vieillissement des cadres, l'establishment, etc. Nous, on se garde évidemment. Hein, il faut le dire. Oui, mais bien, voilà. Mais, président quand il voit cette réalité, absolument. Et à cela s'ajoute autre chose. On peut peut-être prendre des exemples, mais peut-être il vaudrait mieux réfléchir de façon générale. Soit on nomme tout le monde, soit on nomme personne, pour rester équitable. Et Mme Kolachi, tout à l'heure, avait évoqué le fait de distinguer les élections présidentielles. Il y a un enjeu énorme. Et les élections législatives et les élections municipales. Ce n'est pas le même enjeu, en réalité. Je pense la présidentielle dans un premier temps, et ensuite les législatives, dans les pays qui sont, on va dire, à régime parlementaire, c'est-à-dire que le gouvernement est issu du Parlement, d'une manière ou d'une autre. Mais si vous prenez ailleurs d'autres exemples, vous allez voir que les élections ne sont pas toujours le reflet de la réalité. Je peux même citer un pays arabe qui s'appelle la Libye et qui, normalement, en 2026, est programmé pour qu'ils connaissent des élections. C'est bien ça. Oui. Quand bien même le Maroc a joué un rôle très positif à travers les accords de Srerat en 2015 décembre, vous vous en souvenez, Mme Khadija? On a parlé de ça.
Mais à chaque fois, les élections ont été reportées à l'infini. Je peux rebondir sur ce que vous dites, parce que les élections, avant qu'on arrive aux élections, il faut déjà avoir un environnement qui permette la tenue des élections. Bien sûr. Et donc, c'est pour ça qu'il faut déjà qu'on est dans une situation de sécurité, de paix. Et malheureusement, comme vous le savez, beaucoup de pays sont encore impactés par les conflits. Et donc, j'aimerais aussi, parce que c'est l'opportunité de relever le rôle important aussi du Maroc, déjà dans la stabilité et la paix du continent africain, qui ne date pas simplement de la réintégration, le retour 2002, mais parce que même depuis l'indépendance, rappelons-le que le Maroc est parmi le 9e contributeur en termes de soldats de maintien de la paix dès les années 60. Donc, même pour les élections, pour les tenir, il faut déjà un environnement stable et pacifié. Donc, vraiment, en plus de la formation offerte par le Maroc, il faut aussi souligner le rôle même du Maroc dans la bonne gouvernance, c'est-à-dire à la fois, et notamment, moi j'ai vu, parce que comme je vous ai dit, j'ai commencé à travailler avec l'Union africaine en 2018, on a vu vraiment comment le Maroc, en quelque temps, est devenu au sein de l'institution indispensable pour plusieurs raisons. Déjà, il est devenu, en termes financiers, le Maroc est parmi les 5 premiers contributeurs au sein de l'Union africaine. Donc c'est un engagement financier sérieux. Il est présent au Conseil de paix et de sécurité parce qu'il vient de réélu au premier tour. Donc ce qui fait d'être réélu comme ça au premier tour, c'est vraiment rare, et ça montre la confiance plutôt et le rôle inéluctable du Maroc maintenant pour tous les États africains. Donc ça, et en plus maintenant s'ajoute la dernière étape de soutien à la bonne gouvernance, la médiation dans les conflits. Vous évoquiez la Libye, les accords de Sreirat. Moi j'ai été à Benghazi c'est toujours le traité dont on cite qui est le plus crédible. Alors, il y a la médiation. Vous avez parlé de crédibilité. Si je peux me permettre juste pour recadrer peut-être le débat sur les élections. Parce que c'est important aussi de dire ce qui doit se faire avant pour qu'on puisse arriver à tenir des élections. Et donc, il faut souligner vraiment le rôle majeur du Royaume pour la stabilité des pays africains. Pendant que l'Afrique doute de ses démocraties, le Maroc, lui, investit dans leur crédibilité. Non, c'est-à-dire qu'il soutient, dans la crédibilité de ces élections. C'est-à-dire qu'il y a des efforts qui sont faits pour avoir des sociétés stables et développées et par des actions multidimensionnelles. On l'a dit par le maintien de la paix, par maintenant la formation des observateurs, par la lutte par les expertises, parce qu'il y a la formation des observateurs, mais il ne faut pas oublier aussi, je crois, 40 000 cadres africains qui sont formés grâce au Maroc, 40 000 cadres qui sont des responsables institutionnels, parce que l'instabilité politique, elle vient suite à beaucoup d'instabilité socio-économique, des libertés qui sont réprimées. Donc, il faut aussi, avant même de voir en fait l'élection, aussi l'environnement. Et c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment important aussi de mettre en relief, et pas par chauvinisme, mais vraiment parce que je le vois sur le terrain, les efforts considérables, comme je l'ai dit en termes de contribution humaine. Il faut le rappeler, il y a 65 Marocains des casques bleus qui ont donné leur vie, qui sont décédés dans les opérations de maintien de la paix. Financiers, aussi bien au sein des Nations Unies, parce que rien que l'année dernière, le Maroc a, je crois, donné 2 millions de dollars aux Nations Unies, 5e parmi les 5 premiers contributeurs avec l'Union africaine dans le budget de l'Union. Et en plus, le Maroc, vraiment, il est souvent remercié pour non seulement le montant, mais aussi la ponctualité. Et je crois qu'il est au tableau d'honneur, je crois, des Nations Unies de l'Union africaine pour la ponctualité. C'est quand même rare un pays qui paye à temps ce qu'il doit. Et puis aussi la formation, comme je l'ai dit, des cadres par l'AMSI, mais aussi les observateurs et aussi par tous les efforts que souvent on ne voit pas, la médiation, par exemple, comme maintenant les pays en transition. Au Ghana, depuis, suite au changement de régime, parce qu'on n'est pas candidat, l'Union africaine, par exemple, avait organisé, et puis j'avais été invitée à participer, sur les changements non constitutionnels, parce qu'il y en a plusieurs. Au Gabon Non, c'était au Ghana, à Accra. Et donc, chaque année, cette année, il n'y en a pas. Alors, je me suis dit, peut-être il n'y a pas eu de nouvel changement. Mais c'est-à-dire que l'Union africaine aussi, il y a tout un canot aussi de réflexion pour comprendre ces changements. Pourquoi les élections, ça marche quelque part dans un pays, ça ne marche pas. Pourquoi il y a ces changements non constitutionnels de régime. Donc c'est pour ça, en fait, moi, le travail de terrain, il est vraiment intéressant parce qu'on voit, on parle avec tout le monde, on voit les différents partenaires et on peut justement dire, même si les médias, des fois, nous disent « Ah, ça ne marche pas », notamment la presse occidentale. On a l'impression que l'Afrique, il n'y a rien qui évolue. Mais en fait, non, sur le terrain. Et je peux vous dire aussi, en tant qu'observateur, vraiment, je rends hommage. Notamment, j'avais été au Mali dans un petit bureau de la campagne et j'ai vu les assesseurs maliens de 6 h du matin jusqu'à, il faut dire les conditions, jusqu'au soir. Et je vous assure, les élections se font dans les écoles. Et il n'y a pas d'électricité dans les écoles. Et le dépouillement était fait avec la torche des portables.
mais il le faisait avec beaucoup de sérieux. Donc après, le résultat final, des fois, il ne peut pas plaire, mais moi, vraiment, je veux essayer de le dire par expérience personnelle de plusieurs missions, le sérieux des populations, des militants de la société civile de leur pays qui font au mieux pour que ça marche. Oui. Après, le résultat final, vous le savez, quand il y a beaucoup d'interférences, il y a beaucoup de choses, et je ne vais pas dire parce que je suis observatrice. Justement. Il y a aussi, par exemple, en RDC, il y avait même l'expulsion des Européens parce qu'ils trouvaient justement qu'ils interféraient beaucoup dans le processus électoral. Donc après, il y a d'autres enjeux qui font que parfois les résultats finaux ne sont pas ceux qui sont attendus par la population. À juste titre ou pas? En tant qu'observatrice, non, on rapporte ce qu'il y a. C'est-à-dire, mais moi, ce que je salue, qu'est-ce que vous rapportez? C'est-à-dire, qu'est-ce qui ressort le plus? Est-ce que ce que vous rapportez est finalement rejoint finalement ce ressenti des populations? Moi, ce que je constate, parce qu'on le voit aussi souvent, les populations sortent dans la rue après annonce des résultats des élections et la population n'est pas contente. Non, parce qu'il y a toujours encore une fois d'exemples, mais c'est quelque chose d'assez récurrent. Et c'est normal c'est normal. Il y a toujours des gens qui sont pas contents des résultats. C'est-à-dire que c'est juste la démonstration. Mais à juste titre ou pas? Non, c'est-à-dire quand il y a des résultats, il y a des gens qui vont toujours dire qu'il y a eu des manipulations, il y a eu des fraudes, qui ne sont pas contents. Il y a toujours des gens dans le processus électoral. Donc après, c'est la violence, parfois ces mécontentements peuvent être très violents et incontrôlables et après peuvent même entraîner l'annulation des élections ou un autre changement de régime. Mais en fait, dans toutes les élections du monde, il y a toujours... C'est simplement dans la méthode. Il y a par exemple, dans les pays qu'on dit démocratiques, qui vont l'exprimer par voie de presse, médias calmement, et d'autres, ça va être des manifestations dans la rue. Mais moi, vraiment, ce que je veux rendre hommage, c'est aussi parce que j'ai fait ma carrière depuis que j'ai 20 ans, depuis que j'ai commencé mes études sur le continent africain. Ça me fait plaisir de voir l'évolution quand même positive de la société civile, de la population qui aspire maintenant vraiment à avoir aussi une Afrique aux Africains plus développée. Évidemment, on a encore beaucoup de difficultés économiques, il y a beaucoup de choses. Mais vraiment, on voit, quand on discute notamment avec la jeunesse, avec les leaders, qu'il y a une véritable aspiration à vouloir vraiment une Afrique aussi qui avance et qui puisse être à la satisfaction des populations. En quoi les coups, parce qu'on parle de satisfaction, on parle des coups d'État, notamment sur les presses occidentales, européennes, on parle de ces coups d'État comme si c'était un point négatif. Or, ces gens qui sont aujourd'hui au pouvoir, ils ont le support, le soutien de leur population. Ce qui me fait poser cette question, comment ces coups d'État, professeur Abou Dahab, redéfinissent les normes politiques africaines actuelles? Les normes politiques. Absolument. Vous avez parlé tout à l'heure de désidéologie. Oui, tout à fait. Ça me rappelait aussi, comment il s'appelle, celui qui avait écrit l'ouvrage « L'Afrique est mal partie », René Dumont. Parce que c'était... Bon, les études, ça me rappelle aussi quand on retenait l'Afrique comme aussi un objet de réflexion. C'était à l'époque le parti unique. Oui. Et c'était à l'époque les conférences nationales, c'est-à-dire les partis qui sortaient du communisme-socialisme, le Bénin par exemple, avec Kérékou à l'époque, qui pleurait en public. Et c'était des processus dits de transition. Ça s'appelle la justice transitionnelle. On vient, on reconnaît les fautes du passé et on essaye de rebondir pour ouvrir de nouvelles perspectives. L'Afrique du Sud elle-même sortait de l'apartheid. Et ça, c'est important, parce qu'elle était aussi occupée, on va dire. Et par conséquent, son expérience est aussi jeune, de 1994 jusqu'à aujourd'hui, mais avec des évolutions très intéressantes. Première remarque, à mon avis, c'est que l'approche doit être systémique. Mais en même temps, il faut faire œuvre d'historicité, à mon avis. Les trajectoires ne sont pas les mêmes. L'exercice démocratique en Afrique est trop récent, en vérité. On a besoin d'accumulation. Ça me rappelle un grand anthropologue, Lévy d'ailleurs, qui disait que la civilisation s'accomplit par agrégation et par jeu, on jette les dés et par agrégation, accumulation, on parvient à des résultats. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il y a de la matière qui remonte à la suite de l'observation sur le terrain, mais les observateurs eux-mêmes sont tenus par beaucoup de normes en termes de sécurité, des précautions, quand ils sont dans des territoires qui sont difficilement contrôlables, où le maillage administratif n'est pas suffisant. Je passais pas mal de tests de sécurité, on posait beaucoup de questions. Et je me recoupe avec Mme Naïma quand elle dit que le Maroc est un gros contributeur en termes de force de maintien de la paix. Prenez la FIS, la Force internationale de stabilisation, qui devrait se déployer bientôt à Gaza. Nous allons
dépêcher un contingent extrêmement important en termes d'éléments, non seulement des forces armées royales, mais aussi de la police. Et ça, c'est à l'honneur du Maroc qui se projette de cette manière-là. Néanmoins, je voudrais quand même dire, il ne faut pas trop exagérer non plus, en cherchant des alibis, considérant qu'il faut encore du temps pour que la démocratie s'accomplisse, mais on revient aux structures tribales, ethniques, le rapport au territoire, etc. Et on voit bien que normalement, du point de vue des élections présidentielles, prenez par exemple un pays comme la Gambie. Pourquoi je le prends comme exemple? Parce qu'ils ont une présidentielle le 5 décembre prochain. Et en plus, Mme Khadija, en 2018, oui, c'était grâce à l'intervention de la CEDEAO, de la force en stationnement, que l'ancien président est parti. Et parce que le successeur, avait remporté les élections qui ont été validées par le Conseil constitutionnel. Vous voyez, vous avez donc parfois des considérations de ce genre, mais je voudrais quand même dire, pour ne pas oublier, que nous sommes en train de débattre d'un sujet qui fait partie du département politique, sécurité et paix de l'Union africaine. Et d'ailleurs, le commissaire qui était hier là est venu en cette qualité-là, et c'est la raison pour laquelle il faut inscrire les processus électoraux dans cette dimension. C'est pour ça que j'ai parlé de paix. Absolument. Ça veut dire que c'est interdépendant. Et pour terminer, je pense que le Maroc est en train d'implémenter son paradigme. On va dire la triptyque. Vous savez, paix, sécurité, développement. Et il le fait à sa manière, avec des diplomaties plurielles, pas seulement sur le plan de la formation des observateurs, mais également sur le plan de, j'en sais quelque chose quand même, depuis longtemps, l'AMSI, à travers, désormais ce n'est plus l'Académie, mais c'est l'Institut marocain de formation d'études de recherche diplomatique. On reçoit de l'Afrique anglophone, de l'Afrique francophone, lusophone et hispanophone, mais également à travers d'autres instituts de formation comme le CREMS à Kenitra, l'Académie royale militaire de Meknès, l'Académie royale navale de Casablanca. Et donc, si vous recoupez, vous allez voir qu'il y a une vision globale qui est celle de Sa Majesté. C'est l'appropriation, sinon la réappropriation, et ça donne des résultats, comme on dit, Voilà, on rappelle que aussi, comme 2025 fut une année hautement électorale, 2026 aussi, il y a beaucoup d'élections qui arrivent. Quand on parle de 400 observateurs électoraux formés, quand les citoyens, ceux qui vont voter, voient que vous êtes présent, est-ce que, selon vous, en toute objectivité, vous faites partie du terrain, Naïma Khourchi, est-ce que cela rétablit d'une certaine manière cette confiance en la démocratie qui manque aujourd'hui? Vous avez parlé de jeunesse, qui manque à la jeunesse africaine aujourd'hui. En fait, la perception, moi par exemple, on a souvent été tout le temps bienvenus. Je n'ai jamais senti, à part une fois, d'hostilité parce que, en fait, quand ils sont déployés, c'est-à-dire que l'État vous autorise, vous invite, parce que c'est toujours l'expression, l'État invite l'Union africaine à déployer des observateurs. Et donc, on est déployé. En général, on n'a jamais, à ma connaissance, pas d'hostilité de la population, sauf une fois j'étais prise à partie, c'était à Kinshasa, parce qu'ils pensaient que j'étais européenne. Et donc ils disaient, ah non, les Européens, c'est de la colonisation. Mais en général, et pour les autorités, justement, de dire qu'ils acceptent les observateurs, c'est un signe, vous voyez, c'est transparent, les élections se passent bien. Parce que ceux qui refusent les observateurs, c'est en général parce qu'ils n'ont pas envie, justement, qu'on sache comment ce processus. Donc en général, les observateurs sont assez bien perçus. Et donc j'aimerais, parce qu'on en parle très peu, mais c'est important parce qu'on voit souvent les observateurs européens qui vont en Afrique, mais aussi quelques-uns, très peu par rapport aux Européens, mais il y a aussi des observateurs africains qui sont des fois associés aux élections européennes. On parle très peu, comme en France, les dernières législatives, en Belgique, l'OSCE, qui est l'OSCE, c'est la mission en fait des pays de l'Est, Europe de l'Est, je ne sais plus le titre des différents noms, associe les observateurs africains. Donc on voit que grâce à la formation du Maroc, on va présenter aussi aux pays occidentaux des observateurs de grande qualité, et donc eux-mêmes, parce qu'il ne faut pas penser que dans les pays du Nord, ils sont plus qualifiés, c'est-à-dire grâce à cette formation que le Maroc, et d'ailleurs monsieur le ministre a annoncé qu'à cette session-là, ils vont mettre en place un manuel de l'observateur africain. Très bien. Et puis aussi Qu'est-ce que c'est ? C'est en fait justement un guide de bonne conduite, un guide de pratique pour qu'il soit commun et adapté à la réalité africaine, tout simplement. Un manuel de référence. Voilà, de référence. Mais ce qui est bien, c'est que maintenant, comme vous dites, l'Afrique aux Africains, parce que le credo de l'Union africaine aux problèmes africains, solutions africaines, donc aussi aux mesures africaines, des guides africains. Mais là, on dépasse justement le stade des mots, des slogans,
avec de l'action, avec du concret. Il y a ce guide, il y a la formation, il y a cet accompagnement. Finalement, on est en train d'installer les règles de notre démocratie africaine. Avant que j'oublie, parce qu'il ne faut pas dire juste observateurs. Par exemple, ceux qui étaient là aujourd'hui, ces observateurs, c'est aussi des acteurs importants. Soit il y a de la société civile, soit c'est des décideurs. Donc les observateurs qui sont formés, eux-mêmes vont transmettre ce message-là de démocratie dans les structures, parce que pour participer, pour être observateur, c'est aussi les gens qui ont déjà une certaine pratique de militantisme démocratique dans leur pays. Beaucoup viennent de la société civile, certains sont des chercheurs, donc c'est déjà des intellectuels, un peu une élite intellectuelle africaine qui sont associés au processus démocratique. Donc moi, je trouve que c'est très bien, même si je vous dis, évidemment, l'Afrique, il y a encore beaucoup de choses à régler, mais je trouve que former de plus en plus, comme vous l'avez dit, en 5 ans, même pas de 2022 à 2026, on est passé de 15 à une centaine, 120, c'est énorme. C'est-à-dire que ces gens-là, derrière ces profils... 400 aujourd'hui, à ce jour. 400, oui, depuis 2022. Depuis 2022. Mais derrière chaque profil, il y a un background. C'est des chercheurs, c'est des universitaires, c'est des militants associatifs. Donc eux-mêmes, après, ça va être des personnes qui vont développer, en fait, qui vont contribuer au développement, c'est-à-dire qu'ils vont transmettre. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un titre individuel, parce qu'ils sont représentatifs eux-mêmes déjà d'un certain militantisme dans leur pays. Ce qui est encore plus intéressant dans les formations, quand celles-ci se diffusent. Bien sûr. C'est là, finalement, le plus noble, ou la plus noble des missions de ces formations. Je vais revenir encore une fois à la réalité, aux réalités africaines contemporaines d'aujourd'hui. Comment repenser la démocratie au vu de ces réalités La repenser. Professeur, si on considère... vous pose que d'école aujourd'hui. Si on considère comme Max Weber que c'est l'archétype vers lequel tendent un peu les pays, si je puis le paraphraser. Bon, il a parlé des légitimités traditionnelles, charismatiques et légalo-rationnelles, c'est-à-dire que au final, on aboutit par dialectique et par dépassement. C'est une sorte d'évolution inéluctable. Vous voyez, je fais un peu de philosophie politique même, à une sorte de forme la moins mauvaise possible. C'est selon Aristote d'ailleurs. Hein. Il avait dit que ce n'est pas un idéal, mais disons que c'est peut-être le système qui permet de réguler le changement de manière pacifique. Toutefois, il faut qu'il y ait des conditions, des partis politiques dynamiques, bien structurés. Oui. D'ailleurs, ça me rappelle encore une fois Maurice Duverger. Vous savez, Maurice Duverger, qui était le professeur... Beaucoup de citations aujourd'hui, professeur Abou Dahab. Je ne sais pas pourquoi. Vous êtes bien inspiré. Non, je sens que vous êtes mais Madame Khadi, à chaque fois, elle me dit qu'il faut faire aussi hors de pédagogie. Et ça, c'est important. Oui. Qui était le professeur de Feu le Roi Hassan II, Maurice Duverger. D'ailleurs, il racontait une fois, il disait qu'une fois, Feu le Roi Hassan II lui a préparé du thé à la menthe, du thé marocain. Alors, Maurice Duverger, son classique, les partis politiques, disait que la naissance des partis politiques est liée à l'apparition du régime représentatif. C'est la représentation elle-même qui devrait être pensée de manière fondamentale, qui par la suite va vous donner des partis soit de masse, soit de cadres, soit d'autres, les catch-all parties, etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans des débats de sociologie politique, mais je crois que c'est contrasté. Le terrain est contrasté en Afrique. C'est difficile de sortir par des conclusions générales, mais c'est contrasté. Je pourrais même parler de l'expérience marocaine. Une fois, j'ai eu même l'expérience de représenter quelqu'un au sein d'un bureau de vote et j'ai vu un peu l'ambiance in situ dans le bureau et parfois même certaines appréhensions, certaines craintes. Et j'ai vu réellement comment le dépouillement se faisait, c'est-à-dire quand on fait l'analyse des résultats et avec toute la transparence du monde, il nous a fallu beaucoup de temps pour intérioriser, Madame Khadija, le jeu démocratique, au moins depuis 1997-18 avec l'alternance consensuelle, gouvernement Yousfi, jusqu'à aujourd'hui. Et ce n'est pas un hasard si le Maroc a été choisi pour dispenser cette formation, parce que le considère aussi comme étant, je ne dirais pas un modèle, mais un exemple peut-être à suivre, compte tenu des pesanteurs et des spécificités des uns et des autres. Mais de toutes les manières, je le redis encore une fois, la démocratie aujourd'hui, c'est un enjeu stratégique de stabilité, de sécurité. Et il est fondamental de l'ancrer dans les institutions. Il faut qu'il y ait aussi de l'éducation depuis la scolarité, parce que, comme le dit Michel Crozier, encore une citation, on ne change pas une société par décret. Et on la change par sa jeunesse. On la change Absolument. Par sa jeunesse. Et là, le terrain est d'autant plus contrasté. Oui, bien sûr. Là, je vous cite vous. Hein. Je ne prends que des citations de Zakaria Abou Dahab. Alors, le terrain est d'autant plus contrasté que seul, selon l'Union africaine d'ailleurs, une étude qui remonte quand même à 2021, mais elle reste d'actualité, seuls 34% des jeunes de moins de 35 ans participent régulièrement aux élections, alors qu'ils représentent
près de 3/4 de la population africaine aujourd'hui. Donc déjà, ce chiffre très contrasté, c'est-à-dire la moitié de la jeunesse... Mais les jeunes aussi, moi j'étais en France quand il y a eu les dernières élections, les jeunesses, c'est pas qu'en Afrique, c'est malheureusement, il y a pas un désistement, un désintérêt, une perte de confiance des jeunes dans la politique. Ça, c'est pas simplement... Mais ce que je voudrais dire aussi, conclure, pourquoi le Maroc, justement, maintenant, il a l'Observatoire de la migration, il a les élections, c'est aussi parce que depuis 10 ans, le Maroc a vraiment une relation de coopération sud-sud dynamique. Il y a régulièrement des échanges. Et là, je le vois, moi, je discute d'abord aussi même au sein de mon association panafricaine des femmes. Mais aussi, il faut voir les gens, les jeunes qui viennent... On voit moins les femmes en politique, d'ailleurs, en Afrique. C'est un autre sujet. D'ailleurs, ce serait bien de soulever cette question. Oui, c'est pour ça, parce que les femmes africaines, les statistiques sont les meilleures au monde. Par exemple, le parlementaire, les premiers, c'est le Rwanda, à peu près 60%. Les chiffres sont meilleurs que les grandes, soi-disant, démocraties. Il y a même des femmes chefs d'État, Tanzanie, Malawi. Alors, par exemple, la France n'a jamais eu de femme chef d'État, et encore moins les États-Unis. En France, il y a eu un premier ministre femme au bout de quelques mois, elle est partie. Donc, il y a aussi de très bons exemples. Ils ont tout essayé. Hein, non, mais c'est pour dire parce qu'on a souvent tendance à essayer tous les profils. On a tendance souvent à stigmatiser les Africains, mais il y a surtout en termes de leadership, peut-être ça sera une autre émission. Mais je trouve aussi ce qui est important, justement, de faire venir année après année des décideurs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que ce soit des acteurs de la société civile au Maroc. Ils voient, ils sortent. Il faut les écouter, comment ils sont impressionnés. Il y a une qui est venue même de l'aéroport de Casa, elle m'a appelé, elle m'a dit « My goodness, c'est vraiment votre aéroport, ça marche très bien, c'est les files d'attente. » Donc c'est aussi, ils perçoivent comment le Maroc évolue, les infrastructures, les expériences politiques, et vraiment le maître mot est encore, parce que pas par chauvinisme, mais par réalisme, ils voient comme... C'est vrai que nous avons nos propres difficultés, comme par exemple une disparité entre certaines régions et le monde rural, mais grosso modo, le Maroc s'en sort très bien. Il est devenu un pays leader sur le continent qui aspire et qui se voit comme modèle. Il faut voir comment ça sert ou ça dessert les intérêts du Maroc, ce constat? Ça dessert... Non, je trouve que c'est bien parce que ça inspire confiance. Ce leadership dont vous parlez. Oui, non, c'est au contraire, c'est-à-dire que maintenant le Maroc, alors qu'il était absent de l'Union africaine et donc il était très peu connu. Moi, par exemple, j'étais en Afrique du Sud en 2012 et l'image était vraiment dans les débats, c'était assez hostile. Maintenant, non, parce que justement, parmi les élites, pas le gouvernement qui reste toujours sur cette stratégie, mais les gouvernements ne sont pas représentatifs de toute la population. Il y a des intellectuels. Après, non, c'est-à-dire au niveau gouvernement. De la démocratie. Oui, mais c'est-à-dire il y a des intellectuels, il y a des sociétés civiles, il y a par exemple des Sud-Africains qui viennent au Maroc régulièrement. Maroc, absolument. Il y a des pays qu'on appelle ça de la SADC qui viennent, qui a des échanges. Et moi, je trouve que c'est important, justement, ce lien permanent, quasi quotidien, d'intellectuels qui viennent du Maroc, même là encore avec les participants, surtout les jeunes, quand ils sortent à Rabat, parce que ça se passe à Rabat, ils voient quand même notre pays, les efforts, les infrastructures, la démocratie, comment, et donc ils nous perçoivent maintenant comme un modèle. Et ça, je trouve, même si, comme vous dites, ce n'est pas modèle parce qu'il veut dire que tout va bien, mais au moins comme une aspiration. C'est-à-dire, on est un pays... inspirant, on dit ça, inspirant d'une personne, on peut dire le Maroc inspire. Le développement du Maroc inspire, même si évidemment, comme je le dis, il ne faut pas dire que j'idéalise notre système, mais en fait, par rapport à d'autres, et j'ai été dans une trentaine de pays africains, que ce soit l'Afrique du Nord jusqu'en Afrique du Sud, je veux dire, alhamdoulilah, on s'en sort plutôt très bien. D'abord en termes de stabilité politique, en termes de sécurité, en termes même électoral, parce que nous avons des observateurs qui sont venus et on a eu des rapports qui sont satisfaisants. Donc maintenant, c'est le Maroc, à travers ces échanges, à la fois en les faisant venir, c'est aussi une sorte de formation, parce que les gens, en venant aussi, juste en regardant, en s'inspirant, en voyant les institutions marocaines, ça leur permet de dire si ça marche au Maroc, c'est aussi ce partage. On a besoin de ces échanges aussi pour un partage d'expérience, à la fois sud-sud, mais aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette coopération entre les observateurs africains et européens, c'est aussi un échange de bonnes pratiques. C'est-à-dire que les Africains voient en Europe comment ils font, mais les Africains aussi donnent des leçons aux Européens sur les élections. Comment encadrer juridiquement la désinformation et l'intelligence artificielle électorale? Ça, c'est vraiment un grand jeu. C'était d'ailleurs la thématique aujourd'hui au Policy Center. Et le problème, justement, je pense que c'est vraiment le challenge majeur aujourd'hui en Afrique, parce que les Africains dépendent beaucoup des médias extérieurs. Ils sont très, comme on appelle ça, une appétit pour tout ce qui vient de l'extérieur, à défaut de trouver chez eux. Ça dépend des pays, parce que là, on le voit, par exemple, dans les pays du Sahel, avec
littéralement la demande officielle des autorités aux chaînes françaises présentes sur le territoire de quitter le territoire. Oui. C'est-à-dire qu'il y a un désengagement des médias politique. Français. Voilà. Oui, c'est politique, mais aussi ça témoigne du désintérêt des populations africaines des chaînes occidentales. D'ailleurs, Médien TV est beaucoup regardé, hein, on le voit, notamment sur le digital. Et en ce qui concerne surtout, hein, quand on fait des émissions à caractère politique, avant des élections ou après des élections. Et c'est pour ça aussi, dans ce domaine-là, et c'est pas que je fais que des fleurs au Maroc, mais sur cela aussi, le Maroc est un des pays maintenant qui a justement pris la mesure de l'intelligence artificielle, de ces fake news, et de dire, voilà, il faut que l'Afrique ait une solution et des moyens justement parce qu'on n'a pas le temps de développer, mais c'est-à-dire les fake news, c'est vraiment une des menaces qui est fois, imaginer une fausse nouvelle on le voit sur le terrain, pardon, peut aboutir à des tueries parce qu'il y a une fausse nouvelle qui a été diffusée, il y a une personne qui a été tuée alors que ce n'est pas vrai. Et dans des pays instables, comme je l'ai vu par exemple dans des pays, bon, je ne vais pas citer, mais vraiment dans beaucoup de pays, et ça peut être dramatique. Donc c'est pour ça que ça a été soulevé ce matin, c'est-à-dire c'est vraiment un défi pour le continent africain, et grâce justement à la stabilité du Maroc et aussi aux moyens financiers, peut-être que le Maroc peut être aussi le leader dans ce domaine de lutte contre les fausses nouvelles. Et ce genre de discussions se sont tenues ce matin en marge de cette 5e édition de formation des observateurs électoraux. En marge, donc, s'est tenu ce dialogue, ce séminaire ce matin au Policy Center for the New South, qui est, rappelons-le, un think tank marocain. La discussion donc a évolué tout au long de la journée. Je n'ai pas eu la chance d'y être, mais vous vous êtes déplacé d'ailleurs de là-bas vers ici, de l'Université Mohamed VI Polytechnique, qui héberge donc le PCNS, le Policy Center for the New South. Mais sur cela, parce que j'ai suivi sur les réseaux sociaux, même sans m'être déplacée, cette question, et on va clôturer cette discussion avec cette question qui a été posée lors de ce séminaire sur les élections et sur la démocratie en Afrique. Je renvoie encore la discussion vers la démocratie. Elle est très simple. En un mot, qu'attendent réellement les électeurs ou les Africains de la démocratie aujourd'hui? Professeur Abou Dahab. Ils attendent la dignité. L'employabilité, c'est important, travail décent, mais également être bien intégré dans le tissu socioproductif. Il faut quand même reconnaître une chose. L'Europe n'est plus l'Eldorado d'antan. Et donc, il y a quand même un changement de paramètres majeur. Et je pense aujourd'hui, avec l'interconnexion, avec les réseaux sociaux, etc., ils sont mieux informés. On aura toujours des gens tentés d'aller vers l'autre rive, la rive nord de la Méditerranée. Mais on voit aussi la montée des extrêmes droites ailleurs, ce qui fait que c'est un peu dissuasif. Il y a un moment donné, ils se retournent sur eux, se recentrent sur eux, les Africaines, les Africains. Et par conséquent, peut-être la question aujourd'hui, quand on sait que l'Afrique, c'est une terre de promesses, d'opportunités, sous-exploitée, le commerce intra-africain est dérisoire par rapport aux autres, etc. Mais aujourd'hui, peut-être, il y a quelques lueurs d'espoir. Donc développement, inclusion. Ah oui, ça c'est clair. Et surtout, moi je pense le travail d'abord, et ensuite fonder une famille, etc., avoir une éducation de qualité. Je pense qu'on a beaucoup de potentiel, beaucoup de possibilités. Et je conclus par ce qui suit. Sa Majesté avait dit, et d'ailleurs ça a été repris par Seboretaf, les plaidoyers, c'est qu'il ne faut pas voir dans l'immigration, de façon générale, qu'elle soit régulière ou irrégulière, une source de menace, mais peut-être une fenêtre d'opportunité. Et c'est la raison pour laquelle la démarche du Maroc est étiologique. Ça veut dire qu'on va vers les racines du problème. C'est pour cela que je situe cette problématique des processus électoraux observateurs dans un cadre plus global, plus général, qui s'appelle une sorte de stratégie sur le long terme fondée sur le développement durable et inclusif. Merci. Professeur Abou Dahab, je vous pose la même question. Naïma Khourchi, qu'attendent les Africains de la démocratie aujourd'hui ? En fait, vraiment, la préoccupation, ce qu'ils veulent, c'est-à-dire qu'ils bénéficient eux-mêmes de leurs ressources naturelles. Il y a vraiment, maintenant, ils ont une conscience que le continent est riche et que, notamment, une nouvelle génération veulent profiter d'abord que ces ressources naturelles profitent d'abord aux Africains, qu'il y ait moins d'ingérence étrangère. Et ça, c'est vraiment le vœu d'une génération. Et ça, je trouve ça très bien. Vous l'avez dit, pour la migration, il y a beaucoup maintenant de compétences marocaines, mais aussi d'autres pays africains qui reviennent
sur le continent. Et ça, je trouve ça positif, c'est-à-dire on va avoir maintenant plus de migration d'intellectuels, c'est-à-dire du sud vers le nord, mais ils commencent à revenir. Et je pense que vraiment le souhait, c'est assez qu'en fait les richesses africaines aillent à l'extérieur. Et ça, c'est vraiment, je pense qu'au-delà des élections, c'est parce que les élections, en fait, c'est pour mettre en place des personnes qui vont représenter le peuple honnête et qui vont permettre un développement socio-économique. C'est ça, en fait, la base des élections. Donc, en fait, ce qu'attendent maintenant les Africains, c'est qu'ils en ont assez des conflits, ils en ont assez des ingérences, d'instabilité, et ils veulent aussi avoir la part du gâteau, si je puis dire, des ressources de leur pays, et c'est tout à fait légitime. Absolument. Vous rejoignez sur ce dernier point. Qu'est-ce qu'ils attendent réellement? Qu'est-ce qu'elles attendent aussi, les Africaines et les Africains, de la démocratie? C'est la justice, finalement. La justice sociale, la justice sociale, la justice économique, Absolument. la justice aussi, tout court, Absolument. même dans les élections. Merci beaucoup, Naïma Khourchi. C'était un plaisir de vous accueillir et de partager avec nous votre riche expérience en termes d'abord de médiatrice au sein de l'Union africaine, mais aussi d'observatrice électorale sur le continent. Encore une fois, merci. Merci à vous également, professeur Zakaria Boutahab. Avec plaisir. Vous le savez, c'est toujours une joie de vous accueillir. C'est réciproque, Laila Khadija. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Questions d'actu. Très bonne soirée.